Bonjour à tous, bienvenue sur C'est plus que du sport pour un nouvel entretien. J'ai la chance de recevoir ou de re-recevoir Patrick Juillard. Merci d'être avec nous, Patrick. Merci Nourri. Alors, on va débriefer cette CAN. Tu as passé un mois au Maroc. C'était ta 12e CAN sur laquelle tu travaillais. Tu as commencé en 2004 en Tunisie. Nous voilà en 2026 avec cette finale dantesque. Évidemment, on va la débriefer. Mais d'abord, comment s'est passé ton séjour? Mon séjour s'est très bien passé en termes de logistique. Alors, c'était ma 12e CAN au total, mais ma 9e sur le terrain. Donc, j'ai découvert un 9e pays, un 8e pays, puisqu'il y en avait eu 2 au Gabon. Et ça s'est extrêmement bien passé. J'avais choisi de me baser à Rabat, puisqu'il y avait 4 stades et donc beaucoup de matchs à Rabat. Et puis, Rabat est proche de Casablanca. Également, pas très loin de Tanger non plus. Donc, C'était assez pratique pour rayonner un petit peu. Donc, c'est ce que j'ai fait, modérément, mais j'ai quand même profité un peu de cela. Et ça s'est très bien passé. L'accueil était excellent. Pour nous, les conditions de travail en tant que journaliste étaient irréprochables. Le climat était ce qu'il était. Malheureusement, cette CAN, rappelons-le, aurait dû avoir lieu en été. C'était le souhait au départ du Palais Royal. Et ensuite, ça a été un petit peu bousculé par les desiderata de la FIFA qui voulait caser son mondial des clubs XXL au mois de juin 2025. Et donc, qui a contraint le Maroc à déplacer cette CAN. Mais elle s'est bien passée. Et disons que sur l'organisation, la logistique, je n'aurai que des bons échos à transmettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembobiner un peu cette Coupe d'Afrique des Nations ensemble. On va laisser la fin pour la fin et tout ce qu'il y a à dire. D'abord, on va commencer par le début. Donc, ce match d'ouverture, ce Maroc-Comores. Première CAN au Maroc depuis 88. Ça faisait quand même très longtemps que le Maroc n'avait pas accueilli les pays africains. Comment ça s'est déroulé d'abord avant le match et après le match? On a senti, alors Rabat, c'est pas la ville la plus, on va dire, festive et exubérante du Maroc, mais on a néanmoins senti l'approche de l'événement. Une petite anecdote, j'étais logé dans le quartier d'Agdal, tout près de la mosquée Al-Badr, que connaissent sans doute les habitants de la ville et beaucoup de Marocains. Et une place était en cours de réfection et les ouvriers se sont débrouillés pour finir juste avant la finale, pour que ce soit le plus bel écrin possible avant cette finale, quand on traverse la ville, quand on passe par là. Donc ça, c'est une anecdote qui montrait que le pays s'était quand même mis en ligne pour que ça se passe le mieux possible. Et globalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai découvert à cette occasion donc, le nouveau stade, ce magnifique stade qui rappelle un peu dans ses proportions et son acoustique le stade Vélodrome à Marseille, et qui est un beau stade parce que souvent les grands stades, comme on avait vu à Ebimpe ou à Olembe au Cameroun il y a 4 ans, ils sont un peu dans le gigantisme et pas tout à fait à taille humaine. Celui-là arrive à être à la fois grand et à rester à taille humaine néanmoins. Donc ça m'a bien plu. Et puis sur le match, on a senti l'ambiance monter, mais plutôt dans les 3-4 heures qui précédaient le... C'était pas la fête dès le matin avec des gens à tous les coins de rue. Non, c'est plutôt au dernier moment que les gens ont convergé vers le stade. On a vu des couleurs partout. Donc c'était une effervescence qui est arrivée plutôt dans les heures précédant la rencontre et ensuite qui s'est vérifiée au match, même si, comme toujours, les matchs d'ouverture, il y a toujours un peu de retenue. Et c'est d'ailleurs même pour ça que Walid Regragui avait dit avant le match, on ne veut pas des gens qui viennent pour les petits fours, on veut des gens qui sont là pour encourager les Lions de l'Atlas. Et dès ce premier match, on a eu sans doute le plus beau but de la compétition avec la première bicyclette d'Ayoub El Kaabi. L'action que je vais te poser, c'est que nous, moi Marocain, toi spécialiste du football africain, on connaît Ayoub El Kaabi, mais il reste un peu moins connu en France. Et en Europe, là, il joue à l'Olympiakos. Et aussi, la CAN, ça sert à repérer et pour ces joueurs de se montrer encore plus. Oui, c'est El Kaabi. Bon, pour moi, en tant que spécialiste du foot africain, c'est un joueur que je connais, j'allais pas dire par cœur, mais depuis très longtemps. Depuis qu'il était même, qu'il jouait au Maroc, depuis qu'il était notamment au Wydad. Bon, il a joué en Chine aussi. Enfin, il a eu une carrière un petit peu cosmopolite comme ça. Donc, je le suis depuis longtemps. C'est aussi un joueur qui est, disons, touchant par son parcours parce qu'au départ, il s'est retrouvé footballeur professionnel un petit peu par hasard. Il n'était pas programmé comme certains surdoués dont on sait depuis qu'ils ont 16 ans qu'ils finiront dans un grand club. Lui, il s'est fait un peu à la force du poignet et à la force de
sa caisse, de ses jambes aussi. On l'a vu sur ce but fantastique. Donc oui, c'était sympa de voir El Kaabi marquer. On a vu que ce match n'avait pas été trop favorable, en revanche, à Raimi, qui lui avait été un peu le choix, disons, surprise de Regragui pour... il espérait mettre un peu du désordre dans la surface adverse grâce à Raimi, qui est un joueur de mouvement. Ça a un petit peu fonctionné dans le jeu, mais malheureusement, quand il a dû être décisif, il ne l'a pas été. Et donc, c'est pour ça qu'il a perdu sa place assez vite. Aux grandes dames des supporters du Raja, pour qui Raimi est une immense idole. Évidemment, et c'était déjà une histoire de penalty. Aussi, donc voilà, donc déjà, il y avait un petit clignotant sur les pénaltys, puisqu'on ne va pas rappeler l'histoire récente, mais Ziyech 2019, Hakimi 2024, donc il y a une relation d'amour contrariée entre le Maroc et les pénaltys pendant les phases finales de Cannes. Effectivement. Et après, donc, ce match d'ouverture comme son nom l'indique, a ouvert cette phase de groupe, où finalement, on n'a pas eu beaucoup de surprises. Tous les gros étaient là, tous les gros ont tenu leur rang et tous les gros sont passés en huitième de finale. Oui, c'est ça. On a toujours l'habitude à la CAN, surtout des CAN à 24 équipes, avec les meilleurs troisièmes qualifiés. Il peut y avoir des événements, des équipes qui font un peu bouger la hiérarchie. Bon, on avait vu le Cap-Vert, on avait vu Madagascar, on avait vu les Comores, l'Angola, tout ça. Donc ça n'a pas eu lieu cette fois-là. C'était un peu à l'image je l'ai déjà dit, mais je vais le redire pour un petit clin d'œil, à l'image du réseau ferré marocain, c'était la canne des trains qui arrivent à l'heure, quoi. Tout était comme on l'attendait, un peu conforme à l'indice FIFA finalement. Ouais. Donc ça montre d'une part que les grandes équipes ont pris cette canne au sérieux et l'ont bien préparée et n'ont pas pris de haut leurs adversaires. Ça montre aussi certaines limites des dites petites équipes, même s'il y a eu parmi elles, peut-être qu'on va en reparler, des bonnes surprises dans le jeu. Et parmi la seule grande équipe qui a déçu, qui n'était pas au rendez-vous des huitièmes, on peut parler du Gabon, qui est une habituée des huitièmes de finale et il y a des joueurs qu'on connaît très bien en France, Aubameyang, Lemina évidemment. Mais ils ont été ailleurs pendant cette CAN, j'ai l'impression. Ouais, ils étaient ailleurs parce qu'en fait, le Gabon, c'est étonnant parce que si on rembobine un petit peu 2 mois avant la CAN, ils finissent meilleur deuxième de toutes les éliminatoires Coupe du Monde. Ouais. Ils vont en barrage, donc ils sont sortis en prolongation par le Nigeria, donc ce qui n'est pas déshonorant. Ouais. Et ensuite, tout s'est déréglé pour des histoires un peu extra-sportives, des histoires d'équipementiers notamment. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le sélectionneur avait un peu sous la table encouragé un équipementier local. Ensuite, la fédération, sous pression de la CAF, a dû choisir un autre équipementier. Les maillots sont arrivés en retard, donc ça a contraint le Gabon à annuler un match amical de préparation qui était prévu contre l'Ouganda, sachant déjà que sous pression des clubs européens, la FIFA avait réduit d'1 semaine le délai de mise à disposition des joueurs. Donc au final, la préparation a été tronquée. Aubameyang, en plus, arrive blessé. Rien ne se goupille bien pour le Gabon et finalement, ça va être un fiasco. Et ils sont dans un groupe difficile qui était le groupe F avec la Côte d'Ivoire, tenant du titre, et le Cameroun qui finalement, on s'attendait au pire. Et finalement, c'était pas si mal que ça avec leur changement de sélectionneur 15 jours avant. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de chamboule-tout comme le Gabon, mais là, ça a plutôt été dans le bon sens puisque on retrouvait un sélectionneur qui était en ligne avec sa fédération, alors que jusqu'alors, il y avait la guerre ouverte entre la fédération incarnée par Samuel Eto'o et Marc Brice, qui avait été choisi par le ministère des Sports, qui paye d'ailleurs le sélectionneur et qui d'ailleurs continue de le payer puisqu'il n'est pas officiellement viré. Donc ça, c'est complètement ubuesque. Mais donc, le sélectionneur qui était un adjoint un peu officieux de Marc Brice, donc qui connaissait bien le groupe, David Pagou, a su, je pense, faire les bons choix, trouver une équipe type qui fonctionnait assez vite. Et donc finalement, ça s'est bien goupillé, au contraire du Gabon, pour le Cameroun. En ne prenant pas, du côté du Cameroun, beaucoup de stars, entre guillemets. Voilà, bon, Zambo Anguissa, lui, c'était sur blessure, mais en ne prenant pas Onana, en ne prenant pas Aboubakar, en ne prenant pas Choupo-Moting. Donc, effectivement, beaucoup de joueurs manquaient, et finalement, ça ne s'est pas trop vu. Il y a eu une bonne osmose entre les vieux et les jeunes dans cette équipe. C'était un peu le principe. Ouais.
Et finalement, ça a bien fonctionné jusqu'à un certain point, parce qu'il y avait quand même des limites à certains postes, et notamment à celui de gardien de but, où là, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais il y avait et pas si, c'est pas Onana, quoi. Ça, c'est une certitude. C'est sûr. Et aussi, pour revenir aux petites équipes qui n'ont pas eu de surprise, le calendrier de la CAN est fait de telle sorte à ce que la tête de série du groupe joue le deuxième mieux classé en journée 2. Et il y a eu beaucoup de critiques sur ça, parce que ça fait que parfois il y a des troisièmes journées où le vainqueur de ce deuxième match ne joue rien, puisque la différence se fait en cas d'égalité à la différence de but particulière, qui veut dire la différence de but dans le match qui a concerné les deux équipes. Oui, effectivement, ça peut être un peu, ça peut un peu fausser les choses. On peut avoir par exemple une équipe déjà qualifiée qui a 6 sur 6 après 2 journées, mettre une équipe B pour le troisième match, ce qui avantage éventuellement, ce qui rééquilibre un peu les choses en faveur de son adversaire, et ce qui peut permettre à des équipes dites plus faibles de passer. Maintenant, on a vu quand même des équipes comme la Tanzanie qui passent avec 2 points seulement. Ça, c'est pose question. Total assez bas. Bon, après, on a vu qu'ils n'étaient pas là par hasard, qu'ils avaient des qualités. Mais ouais, moi, j'aime pas trop ce système avec les meilleurs troisièmes. Si je devais faire une proposition, si on reste sur une CAN à 24 équipes, ce serait de faire des poules de 3 et de qualifier les premiers de chaque poule pour les quarts de finale. Direct. Ce qui supprime les huitièmes, ce qui fait des matchs en moins, une CAN un peu plus resserrée, mais au moins une phase de poule extrêmement accrochée. Et déjà avec des gros éliminés dès le premier tour. Mais je pense pas du tout que la CAF soit sur cette ligne. Ils sont plus d'en faire plus de matchs que de réduire. Et puis ils veulent fâcher personne. Donc finalement, le premier tour qui a éliminé 8 équipes sur 24, je pense qu'il va rester tel qu'il est. Ce qui est parfois dommage. Il y a pas mal de matchs un peu mous pendant ce premier tour. Mais on a eu, je rebondis sur ça, des matchs quand même pas mal sur ce premier tour, notamment le Nigeria-Tunisie, qui est dominé à 3/4 par le Nigeria, et la Tunisie s'allume vers la 70e, met 2 buts et sont tout proches d'égaliser. Pour moi, c'était l'un des meilleurs matchs de la compétition. Oui, c'était l'un des meilleurs matchs. Effectivement, on a parlé aussi de Cameroun-Côte d'Ivoire à Marrakech, qui était un bon match. Mais oui, ce match-là, c'était le match un peu renversant, le match au scénario imprévisible. Et effectivement, la Tunisie n'est pas loin d'égaliser. Donc, imaginons que s'il y avait eu 3-3 à la fin... les oreilles auraient peut-être sifflé du côté du banc nigérian. Et on a vu déjà les tensions qu'il pouvait y avoir entre les stars de l'équipe, Osimhen et Lookman. Là, peut-être que ça aurait mis encore plus de tension dans ce vestiaire qui n'est pas simple à gérer, avec beaucoup d'ego. et une équipe, moi, qui m'a déçu, parce que je les voyais aller très très loin dans la compétition. Non pas que je les porte dans mon cœur, pas du tout, mais l'Afrique du Sud. Je les voyais même moi terminer devant l'Égypte pendant la phase de groupe. L'Égypte gagne 1-0 ce match-là. Mais on a l'impression, et notamment par rapport au sélectionneur Hugo Bross, tu en parlais de David Pagou tout à l'heure, qui donnait l'impression en tout cas d'être un super mec au-delà d'être un bon coach. Hugo Bross a, j'ai l'impression, de tirer son équipe vers le bas, alors qu'il a un super effectif et il a des joueurs qui se connaissent car ils jouent essentiellement ensemble. Alors c'est vrai, et ce qui m'a un petit peu étonné pendant cette CAN, et à ce stade-là, j'ai toujours pas de réponse à ce sujet, c'est qu'on a vu Hugo Bross passer son temps en conférence de presse à critiquer l'organisation, à critiquer le manque d'ambiance, à dire que c'était quand même mieux au Gabon et en Côte d'Ivoire, que c'était une vraie ambiance africaine, que là on n'avait pas ça, à dire que sa femme s'était sentie menacée lors d'un match, à émettre énormément d'avis négatifs, à critiquer le temps de trajet pour aller à l'entraînement. Enfin, il était extrêmement grincheux, il était extrêmement bougon. Et effectivement, j'ai l'impression que ça a mis un peu de mauvaise vibration autour de son équipe. Et oui, on n'a pas eu ce qu'on attendait de cette équipe, même s'il y avait des joueurs de qualité qui ont tiré personnellement leur épingle du jeu. Je pense à Police ou Foster devant. Je pense à Mudo, le latéral droit. On n'a pas retrouvé vraiment... Oui, Ronwen Williams, qui est un super gardien. Mais on n'a pas retrouvé cette belle mécanique bien huilée et très collective qu'on avait appréciée il y a 2 ans. On est un peu resté sur notre faim et...
Moi, je ne sais pas trop. Alors, je sais qu'historiquement, les relations peuvent être tendues entre le Maroc et l'Afrique du Sud absolument. Au niveau diplomatique. Est-ce que Hugo Bross était un peu en service commandé pour des motifs extra-sportifs? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé que ces critiques répétées, c'était un peu une de mes grandes interrogations pendant cette CAN, et j'ai pas la réponse à ce stade. Je sais pas si je l'aurai un jour. Moi, on sait. Mais je crois qu'il y a quand même eu un communiqué d'un officiel sud-africain qui calmait quand même beaucoup Hugo Bross et qui remerciait plutôt l'accueil des Marocains. Ouais, ça c'est un peu des communiqués de convenance, parce que même le Sénégal avait fait un petit peu ça à la veille de la finale, mais ça on en reparlera plus tard. Ça, effectivement, voilà. On en reparlera. Donc on va avancer dans le temps, on va passer aux huitièmes de finale. Alors on a commencé ces huitièmes de finale toujours un peu doucement, avec le Sénégal, je me rappelle, qui joue le premier huitième, qui l'emporte, après avoir encaissé le premier but néanmoins contre... le Soudan. Contre le Soudan, absolument, qui un super but d'ailleurs. Un but magnifique de l'ailier droit exactement. Soudanais. Joueur d'ailleurs en fin de contrat en pleine CAN, donc étonnamment un Soudanais d'Australie qui avait quitté le Soudan et qui s'est révélé un petit peu sur cette action de grande classe, un but à la Mohamed Salah, un petit exactement. peu repiqué dans l'axe et frappé, enroulé comme ça, magnifique but du gauche là d'un ailier droit faux pied quoi, comme on en a beaucoup. Un des plus beaux buts de la CAN et un des moments où on se dit que la CAN peut retrouver sa magie, peut retrouver son habitude de nous offrir des belles surprises, mais finalement le Sénégal a vite éteint les espoirs du Soudan en reprenant la main dans la gestion, mais très calmement, la force tranquille, qui a roulé doucement sur le Soudan ensuite. Mais effectivement, ce match-là était un petit peu... Il y avait du piment dans ce match. Et en parlant de piment, on a eu derrière le Tunisie-Mali, alors là... qui était le match le plus sans doute décousu, le plus fighter, le plus brutal, brutal exactement, toute cette compétition. En fait, ma question c'est que penser du jeu des Maliens pendant cette CAN? Alors évidemment, aucun problème avec les Maliens, c'est une manière de jouer comme une autre. Mais franchement, on a l'impression qu'ils allaient au combat plutôt qu'au football. C'est un match qui a terminé avec 43 fautes, dont 29 commises par les Maliens, donc ça en dit assez long. Le Mali qui a été là sur notamment la première mi-temps, c'était une faute à chaque action pratiquement. Il voulait casser l'adversaire, il voulait imposer une sorte de puissance physique, mais par des moyens pas toujours licites. Et la Tunisie, malheureusement, mais je pense que le Mali l'avait bien vu, la Tunisie, après un bon premier match contre l'Ouganda, sous une pluie battante, où ils gagnent sans discussion en déroulant un beau football, 3-1. Ensuite, la Tunisie a un petit peu décliné. Et moi, j'avais senti, notamment un match contre la Tanzanie, où ils font un partout, j'avais senti une équipe très, très en dedans physiquement. J'avais posé la question à Montassar Talbi, je lui avais demandé, est-ce que vous avez volontairement gardé un peu des forces pour la suite, ou est-ce que simplement vous ne pouvez pas faire plus? Et la réponse n'était pas très, très claire. Et je pense qu'on a vu ensuite que pour moi, ils étaient limités physiquement. Est-ce que c'est une question de préparation? Est-ce que c'est le fait d'enchaîner la Coupe arabe et la CAN avec parfois les joueurs qui ont joué les deux? Bref, en tout cas, c'est une équipe qui était totalement en dedans, complètement... Il n'y avait pas de gaz dans le réservoir. Et on l'a vite vu, et le Mali a appuyé là-dessus, quoi. Ils les ont un petit peu, pour pas être désobligeants, ils les ont un petit peu achevés, quoi, sur ce match. Et même si c'était à l'arraché, et voilà... C'était pas ils ont failli être éliminés, ils ont réussi à égaliser de manière un peu miraculeuse. Un penalty d'ailleurs déjà. Ils se sont passés comme ça. Et un penalty un peu contestable d'ailleurs, parce que c'est une main, mais en fait sur l'action, la main n'empêche pas l'action de se conclure par une frappe hors cadre, et l'arbitre revient à la faute, alors qu'on peut considérer qu'il avait un peu laissé l'avantage au Mali. Donc toujours est-il que la Tunisie, malgré tout, sur le contenu, sur ce qu'elle a montré, après son bon premier match, ne méritait pas forcément d'aller plus loin. Ouais. Et pour revenir une dernière fois sur le Mali, c'est une équipe quand même qui se qualifie avec quasiment, même pas d'ailleurs, que des nuls et pas de but dans le jeu. Non. C'est-à-dire qu'il y a des pénaltys de Sinayoko. Et le premier match contre la Zambie, pour moi, ils doivent le gagner. Ils se font reprendre à la fin. Exact. Et dans un match, penalty déjà. Ouais, exactement. Et dans un match où quand même ça joue un petit peu, c'est pas du grand football, mais c'est pas de la bagarre non plus, mais après
quand ils ont perdu les 2 points là, ils se sont mis dans un mood défense et C'est ça, et bon, c'était une stratégie. Alors je pense que pour une certaine mesure, c'était pas une mauvaise chose parce qu'on avait reproché au Mali de bien jouer, d'offrir du beau football, mais de pas être, de pas savoir gérer les moments clés, de pas être clinique quand il le fallait. Là, je pense qu'ils ont su bien défendre, mais ils ont perdu un peu la magie offensive qu'ils pouvaient avoir. Et au final, c'est une équipe qui, d'une autre manière, a également frustré son public après, comme elle l'avait déjà fait lors des 2 dernières CAN. Donc il va falloir que le Mali se remette en question en profondeur. Et d'ailleurs, un autre match de ces 8e de finale qui a été un peu fou, c'est le Algérie-RDC. Alors d'abord, sur le papier, c'était la meilleure affiche des 8e de finale. Et puis, on a cette prolongation. Et ce but de Boulbina, super but qui arrive un peu de nulle part à la fin. Tout ce qui s'ensuit, la folie presque qui s'empare du stade à ce moment-là. Comment expliquer que la RDC n'ait pas su gérer ces moments-là? Eux qui, j'avais l'impression, avaient franchi quand même un cap, notamment en se qualifiant pour le barrage intercontinental de la Coupe du Monde. Je les voyais aller bien plus loin et là, battre l'Algérie. Je pense que sur ce match, la RDC a un petit peu laissé le ballon à l'Algérie et a plutôt été dans une stratégie un peu restrictive et de casser le jeu adverse. Beaucoup de fautes. Quand Bakambu sort vers l'heure de jeu, il a déjà commis 7 fautes, ce qui est énorme pour un attaquant. Ça montre aussi qu'il y avait sans doute des consignes un petit peu de hacher le match et tout. Et ils ont pas su switcher quand il le fallait pour l'emporter et se remettre en mode offensif. Et on n'en a pas vu assez. Et au contraire, l'Algérie, il y a eu son facteur X, Boulbina, là, qui, sur une inspiration incroyable, a marqué un but splendide et a éteint la RDC, quoi, tout simplement. Et j'ai rarement vu, après match, un sélectionneur aussi abattu que Sébastien De Sabre, qui pourtant, d'habitude, est quelqu'un qui est toujours pareil, qui ne montre pas vraiment d'émotion, qui est plutôt froid et méthodique. Là, il était dévasté. Et voilà, ça voulait dire que maintenant, son avenir allait se jouer lors du barrage intercontinental où la RDC va jouer le vainqueur de Jamaïque-Nouvelle-Calédonie, avec cette fois une immense pression du favori, parce que là c'est clairement, ils doivent gagner. Pas à la RDC d'être éliminé par la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Si ça arrive, je pense que le sort du sélectionneur serait scellé. Hein. Donc, je pense c'était tout ça qui lui est remonté, qui nous a offert un De Sabre un petit peu décomposé lors de cette conférence de presse. Et bon, d'un autre côté, c'était un joueur qui avait fini meilleur buteur du championnat d'Algérie en étant ailier gauche, un peu en mode Mané Salah, ces ailiers finisseurs du foot moderne, et qui est parti au Qatar et qui a été rattrapé in extremis dans la liste finale de l'Algérie due à certaines blessures. Et je pense que Petkovic ne s'en est pas voulu de l'avoir pris. Sur une entrée, il a justifié sa présence dans le groupe et il a montré surtout que c'est un talent sur lequel on pouvait compter après avoir déjà été bon pendant la Coupe arabe quelques semaines avant. Voilà. Et sur cette équipe algérienne qui va jouer donc la Coupe du Monde cet été, notamment affronter l'Argentine, on sent qu'il y a une nouvelle génération qui pousse, mais il y a encore certains joueurs qui sont là et qui bloquent un peu les postes, j'ai l'impression. Parce que j'ai presque l'impression que le banc algérien, en ce qui concerne les joueurs offensifs, est meilleur que ceux qui débutent les matchs, malheureusement pour eux. Je partage. Déjà en éliminatoire, c'est souvent lors des secondes périodes, quand Petkovic faisait du coaching et faisait rentrer les fameux joueurs offensifs du banc, que l'Algérie débloquait les situations. Et là, on a vu, lors du match contre la Guinée équatoriale, où l'Algérie jouait avec une équipe B, avec les coiffeurs, entre guillemets, que les coiffeurs coiffaient presque mieux que les titulaires, en fait. Hein. Ça jouait mieux que pratiquement dans les intentions et dans le rendu, le contenu, que lorsque les titulaires étaient là. Et je pense aussi que Petkovic avait trouvé quelque chose qui fonctionnait bien au premier tour, avec Amoura à gauche et Mahrez à droite, avec beaucoup de vivacité et de vitesse sur la gauche, qui déportait la défense de ce côté-là et offrait des espaces à Mahrez. C'est grâce à ça que Mahrez arrive à mettre 3 buts, alors qu'il n'a plus, je pense, la capacité à répéter les efforts au très haut niveau. Capacité qu'un Sadio Mané a encore. Mais je trouve que Mahrez, il a perdu
il a perdu ce qui faisait sa force, sa légèreté, son côté un peu, son art de l'esquive, un peu, il l'a un peu perdu. Mais il garde un pied fantastique. Mahrez, il garde une capacité à finir, à cadrer, à trouver des angles que peu de joueurs ont. Et là, bien utilisé, il a apporté beaucoup à l'équipe. Quand ensuite Petkovic a remis Amoura dans l'axe, là on a perdu tout l'intérêt du schéma avec Amoura à gauche, Mahrez à droite. Et Bounja qui mettait aussi de la pression physique sur les défenses. Donc je pense que Petkovic aurait dû rester sur le schéma du premier tour. Et peut-être qu'aussi Abdelli à la place de Zerouki au milieu. Ouais. Il aurait peut-être dû tirer cette leçon du troisième match, lui donner plus de... Parce que c'est quand Abdelli rentre que la différence se fait contre la RDC. Donc je trouve que il est revenu à de la frilosité un peu, Petkovic, et ça m'a rappelé un peu ce qu'avait fait Ali Lodzik avec le Maroc au Cameroun, lors du match contre l'Égypte. Revenir derrière. Un peu trop de frilosité. Il faut parfois laisser les joueurs s'exprimer plus, et c'est ce qu'il n'a pas fait jusqu'au bout. Il l'a fait au premier tour, globalement, et ensuite il est revenu à des schémas un petit peu prudents, et c'est dommage. Et ensuite, on n'a pas parlé de Lucas Zidane. Lui, il a plutôt donné satisfaction sur le premier tour. Et ensuite, contre le Nigeria, j'ai toujours pas compris le saut de Cabri qu'il fait sur la tête de Osimhen. Là, c'est un saut qu'on voit de plus en plus dans les gardiens. Mais je vois pas sur une tête d'aussi près, je vois pas ce que ça peut apporter. Et ensuite, c'est un gardien que j'ai trouvé intéressant dans le jeu au pied, qui donnait une belle sécurité dans la relance, qui avait le pied sûr pour un gardien de but. Les chiens font pas des chats. Voilà, exactement. Et par contre, je l'ai vu, ça m'a frappé quand je l'ai vu en zone mixte, puisque j'étais à 1 mètre de lui, c'est un gardien de petite taille. Et donc ça, peut-être que parfois, il prend pas beaucoup de place dans son but, il n'est pas impressionnant à ce niveau-là. Donc je pense que l'Algérie est encore à la recherche du successeur de Raïs Mboli, qui était un gardien formidable. Mais vraisemblablement, ça sera Zidane le titulaire aux États-Unis cet été. Je me suis laissé dire que l'Algérie cherchait encore, que donc c'était pas gravé dans le marbre encore. Mais il n'a pas été catastrophique sur cette CAN, et il offre pour la volonté de jouer au sol et de relancer court et tout, il est intéressant. Et donc, ces résultats des huitièmes de finale nous a donné des quarts avec quasiment les 8 meilleures équipes africaines. Pas quasiment, les 8 meilleures. Les 8 meilleures même. Je pensais au Mali, mais bon, effectivement, on peut les compter parmi les 8 meilleurs. Et moi, ce qui m'a marqué dans ces quarts de finale, ça a été masterclass de Regragui contre le Cameroun. Parce que pour moi, cette victoire-là, c'est sa victoire à lui. Parce que le Cameroun est monté en puissance pendant la compète, bat l'Afrique du Sud en 8e, et l'inquiétude commence à monter à ce moment-là au Maroc, de défier le Cameroun. Et puis il y a toujours ce côté un peu épouvantail du Cameroun, avec les 5 victoires à la CAN, avec cette capacité en général à se transcender dans les matchs coup près. Mais là, effectivement, le Maroc a éteint le Cameroun. Parce que déjà le Maroc a gagné la bataille du milieu. Le point fort du Cameroun, c'était notamment le milieu de terrain, et notamment Carlos Baleba, qui était un peu la rampe de lancement, le joueur vraiment une sorte de véritable distributeur, de joueur fantastique, de box-to-box qui contrôlait toute la manœuvre. Et là, le Maroc l'a éteint. Il faut souligner l'apport d'un El Ainaoui aussi. Parce que sur le premier tour, il y avait le problème Amrabat, il y a eu la perte sur blessure d'Azzedine Ounahi qui a même remis pas mal de choses en question. Et finalement, le joueur qui a permis de résoudre tous les problèmes et de cautériser toutes les plaies, c'était El Ainaoui, qui pour moi, j'ai pas compris pourquoi la CAF ne l'a pas mis dans son équipe type à la fin de la CAN. Pour moi, c'était un des tout meilleurs milieux de cette CAN. Le joueur qui a le volume de jeu, la maîtrise du tempo, la capacité à la fois détruire le jeu adverse, mais aussi créer le jeu de son équipe, c'était lui en fait. C'était la plaque tournante. Et donc sur ce match, il s'est vraiment illustré. Il a mis sous les ténoirs les Camerounais. Et je pense aussi que Pagou n'a pas réagi tactiquement assez vite à ça. Il aurait dû réajuster et remettre un milieu plus dense. Donc tant mieux pour le Maroc, il ne l'a pas fait. Et donc sur ce match, pour moi, c'est le meilleur match du Maroc pendant cette CAN, et c'est tactiquement, c'est vrai, le meilleur match de Walid Regragui, avec aussi
Bon, il y a le Saibari qui était plutôt utilisé comme un offensif gauche. Au début de la compétition. En pendant de Brahim Diaz, il a été reculé d'un cran et je trouve qu'il a beaucoup plus apporté. Donc voilà, tout ça contribuait à créer et il a trouvé sa triplette El Khanous, Saibari et El Ainaoui. Et ça a été un des maillons forts de l'équipe. Voilà, donc je pense que c'est un match qui a servi à faire basculer le Maroc d'équipes un peu hésitantes, qui gagnaient, qui franchissaient les caps, mais un peu hésitantes dans le jeu, à une équipe plus dominante et qui devenait un des grands favoris de la CAN. Effectivement, et ce match-là aussi, on va parler d'El Ainaoui parce qu'on en a dit tout à l'heure que la CAN permettait de mettre en valeur des joueurs parfois méconnus. Nous, on connaît ici en France parce que formé à Nancy, puis Lens, puis un départ vers l'AS Roma. On peut se dire, de Lens à l'AS Roma, comment ça se fait quand on le connaît pas forcément. Mais quand Gasperini, le coach de la Roma, vient chercher un joueur, surtout en milieu de terrain, il sait ce qu'il fait. Il fait pas n'importe quoi, exactement. Exactement, il sait exactement ce qu'il fait. Et moi, j'ai été époustouflé par le volume de jeu, surtout d'El Ainaoui, qui pour moi, je dis pas ça parce que je suis marocain, mais il peut prétendre à jouer dans un top club européen. Ouais, exactement. Et puis ce qui est intéressant chez ce joueur, c'est un fils de champion, puis son père était un champion de tennis des années fin 90, début 2000, ouais. Ah ouais, plutôt, oui, c'est ça. Des années 90, disons. Voilà. Plusieurs fois quart de finaliste en Grand Chelem pour les gens de locaux. Et donc, d'ailleurs, Regragui l'avait dit, un peu comme pour Zidane, les chiens font pas des chats, c'est-à-dire c'était un fils de grand sportif. Il a expliqué qu'il l'avait longuement dragué, qu'à un moment, il en avait tellement marre d'aller le voir et de voir un joueur hésitant qu'il avait failli laisser tomber, mais qu'il avait eu raison de continuer à essayer de le faire venir pour finalement y parvenir. Et on voit la progression de carrière, elle est il fait pas n'importe quoi. Lui aussi, dans ses choix de club, il franchit des petits paliers. Il va pas d'un seul coup à Manchester City. Bon, voilà, il pourra peut-être y aller dans 3 ou 4 ans, mais il franchit des paliers. Donc ça, c'est un signe d'intelligence, un signe de maturité. Et sur le terrain, on a vu un joueur très complet, en fait, tout simplement. En plus, c'est un joueur qui marque des buts. Ouais. Là, il l'a pas fait à la CAN, mais il le fait régulièrement depuis qu'il est professionnel. Donc, il a toutes les qualités pour être un top. C'est pour moi un milieu de terrain de Ligue des Champions en Europe, quoi. Il y a aucun doute là-dessus. Et là, c'était une des vraies révélations du Maroc parce que il y a toujours Regragui, il est un peu nostalgique de la Coupe du Monde 2022 avec Amrabat, Ounahi qui carbure à plein régime. Et il les a jamais retrouvés les deux en même temps à plein régime. Pour des raisons soit de choix de club, soit de méforme, soit de blessure. Il y avait toujours l'un des deux qui pouvait être bien quand l'autre ne l'était pas, ou inversement. Et là, en début de CAN, il s'était dit, je les ai récupérés. La mécanique se dérègle à nouveau. On apprend que Amrabat joue un peu amoindri, diminué. Et ensuite, Ounahi se blesse. Donc, El Ainaoui, a été une solution un peu vraiment... idoine pour Regragui, donc ça montre la richesse quand même aussi de l'effectif marocain. Même quand il en manque un peut prendre la place sans faire perdre en qualité l'équipe. Et au contraire, je trouve que Amrabat, c'est plus un joueur de duel, un joueur dur, un peu dur, disons. El Ainaoui, il a une palette un peu plus large. Plus technique. Il peut être il peut être au contact dans le duel, mais il a autre chose. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un meilleur. Il a gagné une longueur d'avance. Et ce qui nous amène donc aux demi-finales, Maroc-Nigeria. Peut-être les deux meilleures équipes sur le papier à ce moment-là, au moment où on arrive en demi-finale. Dans le rendu, dans le contenu, sur les quarts, c'était les deux équipes qui avaient été les plus impressionnantes. Le Maroc par sa maîtrise tactique et sa manière d'éteindre le Cameroun, et le Nigeria parce que dans le jeu, ils ont marché sur l'Algérie. Voilà, ils avaient déroulé comme rarement contre une équipe qui était pourtant restée sur plutôt 4 matchs satisfaisants avant et qui là s'est un peu dégonflé. En plus pas aidé par un arbitrage qui avait oublié un penalty qui semblait évident. Donc, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais enfin, il faut quand même le signaler. Mais le Nigeria qui était impressionnant, qui avait mis, je crois, 14 buts avant, et qui avait les deux joueurs les plus impactants offensivement avec Brahim Diaz, qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'était une équipe qui faisait figure un peu de test
de tests de très haut niveau et presque de finale avant l'heure pour le Maroc. Et donc finalement, le Maroc, sur ce match-là, a réussi à refaire un peu ce qui avait été fait contre le Cameroun. On n'a pas vu un match dans le contenu, il n'y avait pas un nombre d'occasions incroyables. C'était un match un peu avare en grosses occasions et en situations vraiment excitantes. Mais en revanche, sur le plan de la tactique, de mettre l'adversaire en difficulté, de contrarier son plan de jeu, le Maroc a encore une fois été remarquable. Et on a vu notamment un Saïbari excellent ce jour-là, vraiment... dans tout ce qu'il a fait, c'est là qu'il m'a vraiment... lui aussi, c'était Al Ainaoui au tour précédent. Et là, on a vu Saïbari vraiment fantastique. Et finalement, le Nigeria n'a pas vraiment pu développer son jeu. Il y a eu une frappe cadrée de Lookman en première période. Et ensuite, c'était à peu près tout. Sur le Nigeria, c'était beaucoup d'occasions avortées, beaucoup de frappes hors cadre... Et le Maroc n'a pas su conclure avant le terme, mais bon, globalement, le Maroc, au point, aurait dû remporter avant la prolongation. Et on parlait tout à l'heure de l'Algérie qui se cherche encore, notamment sur le gardien, ce que tu nous disais. Le Maroc se cherche encore en défense centrale, notamment, pour accompagner Aguerd, même si Massina, qui a démarré au 3e match, il jouait pas, il est rentré dans l'équipe au 3e match. Et faut savoir, c'est un joueur qui jouait à gauche de la défense normalement, qui est depuis un certain temps positionné en centrale gauche par le Maroc avec Regragui. Et on sent qu'il est monté en puissance tout au long de la compète jusqu'à sortir une sacrée performance contre le Nigeria. Oui, alors je suis d'accord, moi c'est un joueur que j'aimais bien et que j'aimais déjà bien à l'époque de Halilhodžić lors de la CAN au Cameroun où il était titulaire. Parce que c'était pas un des joueurs les plus connus de l'équipe, mais je trouvais qu'il faisait bien son travail. Il est polyvalent, c'est un joueur qui a joué piston aussi, puisqu'il c'est un joueur italien, italo-marocain, donc qui est rompu au schéma à 3 derrière. Ouais. Là, il jouait dans l'axe plutôt, donc il jouait pas dans un registre de piston, je veux dire, il jouait en pur défenseur, et il a été bon. Alors, il a aussi été impliqué sur des situations litigieuses, notamment contre la Tanzanie, où alors oui, Regragui disait ensuite, c'est parce qu'il y a une différence de puissance physique qu'on a l'impression qu'il y a faute alors que c'est un simple duel. Ça peut s'entendre, mais c'est une situation qui aurait dû être revue de toute façon par la VAR pour que le litige soit, disons, effacé, entre guillemets, qu'on mette les choses au clair. Ça n'a pas été fait et ça a contribué à instiller une atmosphère de soupçon et assez malsaine, malheureusement. Mais c'est pas la faute du Maroc, c'est la faute de la mauvaise qualité des arbitres. C'est plutôt la faute de la CAF, des organisateurs. Donc voilà, mais Massina, oui, c'est un joueur qui a fait un bon tournoi. À mon sens, tout de même, je pense que l'avenir, Aguerd, il est au-dessus à ce poste, il n'y a pas de doute. C'est la seule interrogation à son sujet, c'est sa fragilité musculaire, ses pépins un peu récurrents. Et après, pour moi, l'avenir, c'est Aïd Boudlal. Ouais. Lui, c'est le crack à ce poste. C'est un joueur qui joue à Rennes, qui s'est imposé aux yeux d'Habib Bey comme un titulaire, alors qu'il y avait quand même de la concurrence. Parce qu'on parle beaucoup de Jacquet, qui est lui aussi une pépite, mais Aïd Boudlal est un très bon joueur. Il marque aussi des buts, donc il a de la personnalité. Et je pense que lui va... à mon sens, s'imposer quand même comme l'avenir à ce poste. Parce que Massina, c'est un joueur qui est plutôt en deuxième partie de carrière, disons. Exactement. Et Saïs, lui, il a fait ce qu'il a pu dans la mesure de ses moyens, mais ça a vite un peu craqué. Je pense que lui non plus, c'est pas l'avenir. C'est une certitude. Il est en fin de course. C'est une certitude. Romain Saïs. Et avant de passer à la finale, et à tout ce que ça comporte. Il y a de quoi faire. Voilà. D'abord, un mot, tu viens de parler de l'arbitrage. Ouais. À part la finale, au-delà de la finale plutôt, qu'as-tu pensé de l'arbitrage au global dans cette CAN ? J'ai pensé malheureusement que c'est un arbitrage qui avait un peu accrédité le mal que beaucoup de gens pensent de l'arbitrage africain. C'est surtout à partir des matchs à élimination directe que ça s'est manifesté. Bon, il y a eu des problèmes techniques, notamment la panne du VAR pendant le match RDC-Bénin, qui a sans doute privé le Bénin d'un penalty évident, mais ça, c'est un problème technique qui est malheureux, qui est regrettable, mais qui n'est pas la faute des arbitres qui sont sur le terrain. Bon,
Mais en revanche, il y a eu petit à petit pas mal de situations qui ont été un peu oubliées, quoi. Le VAR n'est intervenu que 5 fois sur l'ensemble du deuxième tour. Des huitièmes, c'est trop peu en fait. Il y avait beaucoup plus de situations qui auraient mérité un examen par l'assistance vidéo, qui n'ont pas été examinées, et donc qui ont petit à petit entretenu un soupçon non seulement peut-être contre le Maroc, que beaucoup accusaient d'avoir un arbitrage maison, mais aussi contre la CAF, accusée, alors là pour moi davantage à juste titre, d'avoir fait entre guillemets un mauvais casting. Et pour moi le gros problème, c'est que parmi les arbitres retenus pour cette CAN, beaucoup venaient de pays où il n'y a pas de championnat. Le Gabon, la RDC, et j'en oublie. Il y avait un arbitre somalien. C'est des pays où il n'y a pas de championnat, où il y a peu de championnats, où il y a peu de matchs. Et ce sont des arbitres qui arbitrent peu, en fait, qui arbitrent de temps en temps en Coupe de la CAF ou Ligue des champions africaine, mais qui, au global, arbitrent peu. Et donc, c'est comme un joueur, quand vous arbitrez peu, vous êtes moins bien dans vos matchs que si vous arbitrez souvent. Et un joueur, c'est pareil, s'il joue une fois tous les 6 mois, il va être à court de forme et être plus sujet à faire des erreurs. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Il aurait fallu, mais ça va peut-être à l'encontre des règles de parité régionale et d'équilibre des forces et des sous-régions, mais moi je pense qu'il aurait fallu davantage d'arbitres de pays où les championnats fonctionnent, où c'est plus professionnel, donc Afrique du Sud, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, ces pays-là auraient dû être plus mis en avant parmi les arbitres. Bon, ça va un peu à l'encontre des règles, hein. Il y aurait plus d'arbitres du Nord et du Sud, mais ce qui compte, c'est la qualité de l'arbitrage, c'est pas forcément de faire plaisir aux uns et aux autres. Donc voilà, ensuite, sur la finale, je pense qu'on va... On va y aller, alors allons-y. On va avoir d'autres questions là-dessus, voilà. Allons-y, donc rentrons dans cette finale. Alors d'abord, avant de tout ce qui s'est passé sur le terrain, on a vu les Sénégalais, j'ai envie de dire, essayer de détourner l'attention avant la finale. À J-1, oui. Voilà. Oui. Avec des communiqués, avec l'hôtel il est pas bien, on peut pas s'entraîner là, la sécurité à la gare elle n'a pas été assurée, alors que j'ai jamais vu moi une sélection, une équipe qui annonce son heure d'arrivée exacte à 18h41 nous serons, c'est quand même particulier. Sur les réseaux sociaux, notamment X, j'ai dit Twitter mais c'est vieux. Alors effectivement ça c'est à double tranchant, c'est-à-dire d'un côté effectivement c'est inédit qu'une équipe annonce son heure d'arrivée, d'un autre côté les supporters auraient su quand les joueurs arrivaient, par le bouche à oreille, puisqu'ils savaient qu'ils arriveraient par le train, et il n'y a pas 40 trains par jour qui font Tanger-Rabat. Donc ça, effectivement, factuellement, il y a eu un manque de cordon de sécurité, donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de violence ou de problème, mais ça aurait pu occasionner des problèmes. Les joueurs ont mis du temps à sortir de cette gare, donc ça a créé une perte de temps. Mais en fait, moi, comment j'ai lu la situation, j'ai compris que la Fédé sénégalaise, avant même la conférence de presse d'avant-match de la finale, essayait de créer un rapport de force, c'est-à-dire de rééquilibrer les choses, estimant que le Maroc avait été un petit peu avantagé lors de ses précédents matchs, les situations non revues par la VAR notamment, et donc le Sénégal a essayé de faire comme faisait un José Mourinho avant des matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire de mettre de la pression sur le pays qui le reçoit ou l'adversaire qui le reçoit, donc en l'occurrence le Maroc, en faisant ce communiqué qui est toujours un peu réversible, c'est-à-dire que oui, le terrain, mais ils auraient pu faire ça en sous-main, demander un autre terrain sans en faire, sans le déclarer publiquement. Oui. Donc c'était mettre en scène une forme de conflictualité, de rapport de force. C'est ce qu'a fait aussi Pape Thiaw en ayant un discours très ferme lors de la conférence de presse à J-1 du match. Ensuite, il y a eu un communiqué un peu diplomatique pour dire que tout était arrangé, tout ça, mais ça n'effaçait pas celui d'avant. Et donc, je pense que ça a créé un climat un peu bouillant. Déjà que c'est une finale qui est par nature assez conflictuelle et chaude. Là, c'était encore plus. Entre deux pays qui, pourtant, entretiennent normalement de bons rapports. Donc, c'était un peu inattendu, je pense, de la part des Marocains,
qui n'arrêtait pas de souligner que ce sont des pays frères, bon, ce qui est une réalité. Hein. Mais je pense que ça ne se joue pas au niveau des peuples, là, ça se joue plutôt au niveau des chancelleries et de la haute diplomatie, là, c'est autre chose. Mais c'est pareil quand le Maroc et l'Algérie, moi j'ai rencontré plein de Marocains, de gens du peuple, de gens des habitants de la ville. Beaucoup me disaient, moi j'ai pas de problème avec les Algériens, c'est un truc entre les gouvernements, ça, moi, il n'y a pas de problème, c'est des frères et tout. Donc c'est un petit peu pareil, il ne faut pas non plus penser qu'il y a une détestation des uns envers les autres. Il faut toujours nuancer les choses. C'est-à-dire, ce qui se joue au niveau de la politique ne se retrouve pas forcément au niveau des peuples, quoi, hein. Ouais. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'il ne faut pas croire que on est dans la violence et la haine, hein. C'est plutôt la CAN, c'est quand même plutôt la fraternité. Là, maintenant, cette finale a dégénéré... elle n'a pas dégénéré à cause de ça, mais ça a mis un peu le focus sur l'arbitrage et sur la manière dont la finale allait être jugée et organisée. Et pendant le match, jusqu'à la fin du match, on se disait tous en tribune de presse, ça se passe plutôt bien. L'arbitre tient plutôt bien sa finale. Il n'y a pas de problème majeur. Donc on espérait que ça aille comme ça jusqu'au bout. Et le match était très indécis. Il y avait au point, c'était plutôt le Sénégal qui menait, mais Bounou arrêtait tout, donc ça restait à 0-0. Et on se disait, c'est bien, ce match se passe bien, le climat est plutôt correct, et ça a dégénéré totalement sur la fin, quoi. Et pour l'anecdote, je travaillais sur cette finale, mais pas là-bas, ici à Paris, voilà. Exactement. Et je dis à mes collègues, je pense à la 84e, 85e minute, je me cite, l'arbitre tient bien son match. Mais on le disait tous. Et effectivement, ensuite survient ce qui survient. Ce qui est assez terrible pour l'arbitre, c'est que si on prend les deux décisions séparément, pour moi, sur la première, il doit déjà laisser l'action aller à son terme et pas siffler prématurément. Parce que ça l'empêche ensuite de pouvoir consulter le VAR, puisque l'action est annihilée par le coup de sifflet, ce qui n'est pas normal. Moi, je pense que la situation litigieuse, elle est beaucoup trop longue. Elle n'influe pas sur le but, en fait. Si le but est marqué, ce n'est pas ce duel litigieux entre Hakimi et Seck qui l'empêche. Et ça ne gêne pas non plus le gardien. Donc pour moi, le but aurait dû être accordé. Et dans un deuxième temps, le but n'est pas accordé, ce qui met les Sénégalais en colère. Ça commence à chauffer en tribune, ce que le téléspectateur ne voit pas au départ, puisqu'il y a des consignes de la FIFA de ne pas montrer ce qui peut donner une image négative des matchs. Donc on ne le voit pas, donc les gens devant leur télé ne comprennent pas pourquoi le match se tend à ce point-là, parce que les joueurs sont gagnés un peu par ce contexte qui est en train de devenir complètement hors de contrôle. Et ensuite, le penalty accordé en revanche au Maroc, ça se fait après de longues hésitations, après l'insistance de Brahim Diaz qui va demander à l'arbitre de... Donc ça donne l'impression d'un arbitre qui est un peu, pas aux ordres, mais qui est un peu plus sensible aux Marocains qu'aux Sénégalais. Et quand ensuite il siffle le penalty, ça explose. Parce que malheureusement, pendant cette CAN, lorsque les arbitres allaient consulter le VAR, le temps passé à consulter était beaucoup trop long. Ça doit être beaucoup plus rapide. Là, c'était beaucoup trop long, parfois 3, 4, 5 minutes. Et ça contribue à faire monter la tension et à augmenter l'énervement en tribune. Ça met les tribunes en ébullition. Et donc, quand le Sénégal quitte le terrain, alors ce qui n'est pas défendable, évidemment, sportivement, ce n'est pas défendable, c'est une erreur. Mais sur le moment, je pense qu'il y a un tel, par rapport à tout le contexte d'avant-match, par rapport à tout ce qui a été dit, tout le focus qui a été fait sur l'arbitrage, à ce moment-là, les Sénégalais, ils explosent, ils disent c'est pas possible, ça va pas continuer, on va pas être victime de ça, et ils sortent en fait pour ça, pour marquer le coup. Après, heureusement qu'ils reviennent. Ensuite, je pense que comme le Maroc a obtenu un penalty, le Maroc n'a pas non plus intérêt à ce moment-là à ce que que l'arbitre siffle la fin du match. Parce que si l'arbitre siffle la fin du match, l'article 82 du règlement de la CAF va s'appliquer. Ça voudra dire que le Sénégal a perdu par refus de jouer, forfait, donc 3-0 pour le Maroc sur tapis vert.
Mais le Maroc, à ce moment-là, n'est pas dans cette optique-là. Ils se disent, on a un penalty, on va sûrement le marquer, donc on va gagner la CAN. Donc le Maroc ne pousse pas tellement l'arbitre à arrêter le match, me semble-t-il. Donc après, a posteriori, sachant que le penalty a été manqué, le Maroc aurait préféré que l'arbitre arrête le match. Mais sur le moment, je pense que c'est pas du tout dans l'intérêt du Maroc que l'arbitre arrête. Tout le monde se dit, bon bah voilà, si les Sénégalais reviennent, le penalty va être tiré, le Maroc va sûrement gagner sa CAN et ça va faire un peu polémique vu les circonstances. Mais je pense que le Maroc, au bout de 10 jours de polémique, le Maroc aurait été considéré vainqueur. Ensuite, tout le monde aurait fait la fête, quoi. Là, l'enchaînement fait que le Maroc veut que le Sénégal revienne et que ça se joue jusqu'au bout. Donc, après, la manière dont Brahim Diaz a tiré, ça n'appartient qu'à lui. Hein. Ah ça appartient à personne. Voilà, c'est une certitude. Moi, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je pense qu'il a tiré comme ça, parce que déjà, c'est un joueur un petit peu... Il y a un côté provocateur chez lui. Hein. Et il avait déjà tiré un penalty comme ça. On s'en rappelle pas forcément, mais ça a émergé sur les réseaux sociaux après la finale. C'était lors d'une finale de Coupe du Monde des moins de 17 ans où il jouait à l'époque pour l'Espagne. Et là, il avait réussi son geste. Donc c'est un joueur qui a ce côté un peu joueur de casino, comme ça je vais tenter une folie. Il aime ça. Et aussi, ce qu'on dit... Il est provocateur, Brahim Diaz. Il aime chambrer aussi. Et il se dit, là, on est dans un contexte irrationnel. Je vais essayer, quitte à faire une dinguerie, allons-y, faisons une panenka. Peut-être qu'il s'y attend pas, en fait. Puisque ses précédents pénaltys dans cette CAN... le précédent qu'il tire, il le tire classiquement. Et très bien d'ailleurs. Donc, il se dit, je vais changer. Et donc, pour changer au maximum, c'est la panenka la meilleure solution. Sauf que son geste est raté parce qu'il ne fouette pas assez son ballon, il ne masque pas vraiment ce qu'il veut faire. Et donc, Mendy, il cueille la balle, tranquillement. Et en plus, Mendy a l'habitude, on l'a su, les gens qui ont l'habitude de le regarder, plonge très tard. Donc il attend que le ballon parte pour plonger, ce qui est encore plus... Il essaye de retarder, effectivement. Et là, comme le ballon était très mou, ça lui a permis de le cueillir assez facilement. Et il y a une expression, tu parlais, il est un peu provocateur. Il y a une expression qu'on utilise aussi, c'est il aime les caméras. Ouais. Dans le sens, il a voulu être... le héros du jour. Encore plus que ça. Le héros de la nation. C'est ça. Ouais. Et est-ce que il s'est pas... En jouant avec le feu, il s'est brûlé, en fait. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que tous les attaquants sont aussi tirés vers le haut par leur ego. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Ibrahimovic, Eto'o, Drogba n'auraient pas fait ces carrières-là s'ils n'avaient pas eu cet ego et ce côté showman un peu de vouloir... se mettre en avant et être le héros du jour ou de la fête ou de la nation. Mais là, malheureusement, il a joué, il a perdu. S'il avait réussi sa panenka, tout le monde aurait dit, oui, c'est une manière d'humilier peut-être les Sénégalais, mais c'est aussi un coup de génie parce qu'on ne s'y attend pas. Sauf que il l'a raté. Malheureusement, il risque de traîner ça longtemps. Mais je pense que ça fait partie de la panoplie un peu psychologique de l'attaquant, ce côté vouloir être humiliant, vouloir imposer sa supériorité technique et soumettre un peu l'adversaire avec. Et alors après, ce qu'a fait Mbappé, là c'est encore c'est un peu la mise en abîme, c'est le film dans le film, c'est-à-dire c'est celui qui aime encore plus les caméras. Ouais, là on atteint le chambrage absolu, mais c'est envers un coéquipier qui est déjà pas très bien. Bizarre, Pour moi, c'est pas très bienvenu vis-à-vis de Brahim. Je suis d'accord. Peut-être que ça partait d'un bon sentiment, mais je pense que c'est assez maladroit de la part de Kylian. Même si le geste, par contre, est très adroit. Et très réussi, oui, exactement. Là, c'est très réussi. Mais je pense que Brahim Diaz est capable de bien faire une panenka. C'est pas une question de savoir la faire. C'est que là, peut-être qu'avec le contexte... Peut-être qu'il ça a cogité, il s'est dit, je joue contre le pays, je joue pour le pays en faveur duquel j'ai opté après ça a été très long. Ouais. Il a repoussé le Maroc plusieurs fois, il a mis longtemps à venir. Il est venu à 24 ans. Il est venu après même 25, après la CAN de janvier 24, donc il est venu en mars 24, c'est en 99. C'est ça. Donc c'est un joueur qui est déjà mûr quand il vient. C'est pas comme certains joueurs qui arrivent très jeunes, qui choisissent très jeunes. Et je pense aussi qu'il avait repoussé plusieurs fois le Maroc et
C'est peut-être un peu pour ça qu'Hervé Renard l'a autant taillé, parce que c'est notamment à l'époque d'Hervé Renard sélectionneur qu'il a pour la première fois repoussé les avances du Maroc. Donc il s'est peut-être dit, bon lui, il se prend pour qui voilà, c'est... Pour moi, il faut pas. Ça reste un être humain, ça reste un joueur, donc je ne serais pas du genre à l'accabler. Oui, mais malgré tout, il s'avère, les faits lui donnent tort, hein, c'est tout. Restons factuels. S'il avait marqué, j'aurais peut-être applaudi. Là, malheureusement, il faut reconnaître que c'était pas le bon choix, c'est tout. Et les échos qui sont sortis du vestiaire marocain derrière, c'est que les joueurs lui en veulent. Oui, bien sûr. Ça, j'ai eu les mêmes. Les joueurs lui en veulent énormément et il va falloir du temps pour reconstruire quelque chose autour de lui. Hein. Parce que là, sur les premiers matchs jusqu'au quart de finale, il s'impose comme le leader offensif. Regragui l'appelle mon facteur X. Et puis, c'était un peu le petit, comme on dit, la petite fiancée, mais lui, le petit prince, le petit fiancé du Maroc. Il était dans beaucoup de pubs. Ouais. C'était aussi le joueur pour lequel la sélection sert de ballon d'oxygène après un début de saison où il était peu utilisé au Real Madrid, où il jouait fort peu. Et le Maroc, c'était son ballon d'oxygène, sa planche de salut. Là, je pense qu'il risque plutôt de le porter comme un poids pendant un certain temps. Il va falloir qu'il soit fort mentalement. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de rejouer, de remarquer vite et d'enclencher vite un nouveau cycle. Ouais. Mais ça va être très compliqué là, très compliqué, sachant qu'en plus il finit sur 2 matchs pas extraordinaires au-delà du penalty. Dans le contenu, la demi et la finale ne sont pas très bonnes. Il est moins rayonnant et impactant que sur les 5 matchs d'avant. Et puis c'est un peu à l'image du Maroc, je trouve, c'est un peu crispé sur la fin. Le Maroc qui finit sa CAN sur 2 matchs avec 0 but en 240 minutes, ça montre peut-être que l'équipe a eu la peur de gagner, a eu quelque chose qui l'a empêché d'exprimer tout ce qu'elle avait montré avant et de continuer sa montée en puissance. Et sur cette finale, donc à part le penalty, mais toujours dans le côté, dans les polémiques qu'il y a eu, lorsque on voit les remontrances de Papio et des joueurs sénégalais quand le point de pénalty est désigné, on voit que ça commence à chauffer sur les bancs et on voit Papio demander à ses joueurs de quitter le terrain. Une chose quand même qui paraît folle, une chose complètement folle pour une finale de coupe continentale. Quand la plupart des joueurs sortent, d'ailleurs Ibrahim Mbaye qui a même le temps de faire un selfie et de l'envoyer un snap exactement, et de l'envoyer à ses copains qui sortent le snap d'ailleurs, et j'aimerais pas avoir ses amis, mais ça c'est autre chose. Et on voit Sadio Mané d'une classe absolue, lui qui reste sur le terrain avec certains de ses coéquipiers, les plus anciens, exactement, Gana Gueye. Et on voit s'adresser à Claude Leroy. Donc qu'est-ce que fait Claude Leroy là ? A priori, il n'a pas à être là. Non, effectivement, mais de toute façon, ça montre aussi que ce match, c'était hors de contrôle. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas à être là. Il y a eu, après, il y a eu l'histoire des serviettes aussi, ça n'a pas à avoir lieu. Tout était irrégulier, en fait. Et donc, ça a été un maelstrom un peu ingérable. Et puis, alors, effectivement, Claude Leroy lui a dit, si j'étais toi, j'irais chercher tes copains. Ensuite, Sadio Mané a aussi été raisonné un peu par Mamadou Niang. Ouais. Elle a Diouf, je crois qu'il était là aussi. Diouf aussi, qui a un peu mis de l'huile dans les rouages, qui a remis un peu de rationalité là-dedans. Et finalement, ils ont bien fait de le suivre. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé, oui, ils ont vraiment bien fait. Mais oui, le match, en fait... À ce moment-là, je pense que si le Sénégal quitte la pelouse alors qu'il y a juste 0-0 et pas le penalty après, je pense que l'arbitre siffle la fin et donne... Mais comme il y avait le penalty à tirer, donc que le match n'était pas vraiment fini, je pense que l'arbitre s'est dit, on va essayer de finir ce match, quoi. On va peut-être pas tout couper et créer un précédent, en fait. Mais il faut se rappeler tout de même qu'il y avait eu en 2019, une finale de Ligue des champions africaine. Absolument. Entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis, qui n'était pas allé à son terme, la manche retour. Le VAR en panne empêche l'arbitre, le VAR est en panne, donc il est impossible d'aller vérifier une situation litigieuse. Et les joueurs du Wydad qui sortent, le match va reprendre sans eux, donc l'arbitre donne un coup d'envoi et siffle la fin au bout de 3 secondes. Et la coupe est décernée à l'Espérance.
qui reçoit le trophée, qui célèbre. Ensuite, ça va au TAS. Dans un premier temps, la CAF va donner match à rejouer, puis ensuite va être... non, ça va devant la CAF qui donne le match à rejouer. Ça va au TAS qui contredit la CAF et qui donc indique que c'est terminé et que le coup de sifflet final vaut homologation du résultat. Et je pense que ce précédent va servir à homologuer aussi le résultat de la finale. Pour terminer toujours sur cette finale, on en a parlé pendant toute la vidéo, le rôle des médias, des réseaux sociaux qui a été assez néfaste pendant cette CAN. Est-ce que... Alors ça a joué évidemment, parce qu'on le voit, on le sait, on le sent même. Est-ce que on a atteint des sphères qui dépassent le cadre du foot avec cette finale-là? Est-ce qu'on est allé trop loin? Oui, on est allé trop loin, mais je ne sais pas si les réseaux sociaux sont la cause ou la conséquence, en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir, c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. J'ai du mal à voir qui est au début, qui est au bout de la chaîne. Moi, ce que je déplore, c'est aussi qu'il y ait du... alors évidemment pas avec toi ou avec des personnes, disons, qui sont dans la modération et une forme d'objectivité, mais avec beaucoup de gens avec qui on discutait, on était dans l'excès, c'est-à-dire que si on disait à certaines personnes, attention, le Sénégal est une bonne équipe, il faut se méfier de cette équipe, ça y est, on était anti-marocain. Ouais. Inversement, si on disait aux Sénégalais, le Maroc sera dur à battre à domicile, c'est souvent comme ça à la CAN, quand le pays organisateur est en finale, ça y est, c'était vous nous aimez pas et tout. Donc, c'était pas rationnel, en fait. Et je trouve qu'il y a eu trop de... Et on l'a même vu, alors, comment la conférence d'après-match a dégénéré après la finale, donc je peux raconter un petit peu. Ça, c'est aussi le signe d'un nationalisme complètement délirant. Juste avant la conférence de presse de Pape Thiaw, donc celui-ci entrant dans la salle de presse, il est applaudi par les journalistes sénégalais. Bon, ce qui se fait souvent quand un pays gagne la finale, les journalistes de son pays l'applaudissent. À ce moment-là, beaucoup de journalistes d'autres pays prennent des photos ou filment la scène. Et un journaliste sénégalais en particulier va s'énerver contre l'un des confrères en question qui filment la scène et lui demander de supprimer les photos. Et c'est à partir de là que ça va dégénérer. Bon, il prend ce journaliste, je pense, pour un Marocain, alors qu'en l'occurrence, c'était un jeune journaliste tunisien. Et ensuite, à partir de cette sorte de bousculade, vont s'agréger des journalistes qui vont commencer à dire aux Sénégalais, bon, calmez-vous, vous n'êtes pas chez vous et tout ça. Et là, ça part totalement hors de contrôle là aussi. Et c'est pour ça que la conférence de presse n'aura pas lieu. Et ça, je pense que c'est un peu au détriment du Sénégal, puisque si Pape Thiaw avait pu s'exprimer après la finale, il aurait peut-être un peu... remis un peu de la modération, éventuellement formuler des excuses devant toute la presse, et ça aurait peut-être pu un peu désamorcer les choses, et on n'en a pas donné l'occasion. Donc ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, donc tout ça fait que moi, j'ai vu des choses que je ne veux pas voir. J'ai vu aussi, il y a des journalistes qui viennent à la finale habillés aux couleurs du pays, comme si c'était des supporters, qui vont se lever et agiter des écharpes sur les buts. Bon, ça, c'est pas un comportement professionnel. Si, même en tant que journaliste, on veut vivre la finale comme ça, on va dans une tribune populaire, on fait ça avec des supporters. Mais pour moi, c'est pas des comportements qui donnent une bonne image du journaliste, quoi. Et donc tu nous dis, c'est, je pense, la première fois qu'on a vraiment cette version de ce qui s'est passé dans la salle de presse, c'est simplement parti d'une photo ou de vidéos qui ont été mal vues ou mal interprétées et qui ont énervé un journaliste sénégalais. De là, tout est parti, la conférence de presse a été annulée. C'est ça, qui a énervé un journaliste sénégalais qui a été un peu soutenu par ses confrères ou compatriotes. Et pareil pour le jeune journaliste tunisien, que celui-ci avait sûrement pris pour un Marocain. Et ensuite, c'est... Une fois qu'il y a eu une sorte de mini-échauffourée, pas violente, mais un peu agitée, là, c'est parti en brouhaha général. Et la plupart des journalistes marocains ou sénégalais qui étaient là pour faire leur travail, ils étaient consternés par ça. Parce que c'était quelques journalistes, pas la majorité, mais malheureusement, on va retenir ces journalistes qui ont passé les bornes et qui se sont comportés de manière inappropriée, quoi. Un journaliste, c'est un professionnel, il est là pour faire son métier, pas pour représenter un drapeau ou un blason, quoi. C'est pas un ultra, quoi. C'est une certitude.
Eh bien, merci Patrick d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait fait une vidéo ici même il y a 1 an déjà où on parlait de la Coupe d'Afrique avec Patrick. On boucle un peu la boucle. On boucle la boucle et tu t'étais pas trompé sur tes pronos. Tu parlais du Maroc, du Sénégal et de l'Égypte. C'est un peu la finale ranking FIFA, quoi. Voilà. C'est les 2 meilleures équipes africaines. C'est les 2 équipes qui ont joué tous les matchs dans le même stade jusqu'à la finale, qui ensuite a vu le Sénégal se déplacer à Rabat. Et donc, c'était la finale parfaite, parce que malheureusement, sur la fin, elle ne l'a pas été dans le déroulement. Mais ça, c'est les impondérables du football, et aussi parfois disons-le, il faut le souligner, moi je maintiens, il y a eu des mauvais choix de la CAF, sur l'arbitrage, la CAF a fait faillite sur cette CAN. Eh bien merci Patrick d'avoir été avec nous, merci à tous, merci à Antoine en régie, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur C'est plus que du sport, salut.